Bonjour, ça marche? Super. Je vous présente Florence Raymond, qui est donc peintre. Elle a fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et puis ensuite, elle est montée à Paris. On se connaît maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années. En arrivant à Paris, elle avait un atelier à Montreuil. Et moi également. On a commencé à travailler dans un espèce d'échange autour de la peinture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, l'école d'art n'a pas forcément apporté le bagage nécessaire pour s'exprimer en tant que peintre, en tout cas pour notre génération. Et donc on s'est un peu construit mutuellement par des visites d'ateliers ensemble. Ça a duré pas mal de temps. Et puis, à un moment, les travaux se sont même mélangés. On a monté une espèce d'artiste à 6 mains, comme ça, qui s'appelait Les Louises, où finalement, au lieu de se visiter, critiquer le travail, essayer de se poser des questions, on a mis les mains dans la peinture directement. Et on s'est mis à travailler à 3. Donc on était 3 artistes, Iris Levasseur, Florence et moi-même. Et donc c'est en fait une espèce d'aventure en parallèle où on continue encore maintenant avec Florence à s'appeler régulièrement, à se poser des questions sur les tenants et les aboutissants de la peinture, ce qu'on y cherche, comment ça marche. On va dire que c'est un work in progress. Qu'est-ce que je peux dire? Tu as fait une... Vous m'entendez? Bonjour. Merci de m'accueillir. Ben oui, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Saint-Étienne, donc terminé en 94. Et c'était une époque très, très rock'n'roll. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait très peu de cours. Le directeur nous conviait à faire ses pseudo-cours en boîte de nuit. Et en fait, c'était assez déstabilisant parce que nous, on sortait du bac, on était assez sages, mais c'était super. Et on a passé 5 ans comme ça, entre la nuit et le jour. Voilà, c'était une autre époque. En fait, on avait très peu de cours de technique, très peu de cours, mais un peu une école de la vie. Et effectivement, moi, je suis arrivée à Paris, je voulais pas venir. Je voulais rester à Saint-Étienne, mais je suis partie avec mon conjoint et je savais rien faire. Je savais pas tendre une toile. Je me demande si je sais encore déjà. Je savais rien en technique. J'avais jamais touché la peinture à l'huile. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré tout de suite plein d'artistes, dont un petit groupe, une artiste qui m'a très vite présenté Olivier. Et c'est vrai que comme Olivier savait tout faire, il m'a tout appris. Il m'a tout appris et c'est vrai que très vite on intervenait un peu sur le travail l'un de l'autre. Et là, ce que je vous montrais en fait, c'était des petites toiles des Louises, voilà, du petit collectif qu'on avait fait à 3. Alors, je vous encourage à le faire parce que d'abord, ça rend très humble. C'est-à-dire quand vous êtes hyper fier d'avoir fait quelque chose de bien, que vous estimez bien en peinture, en principe, c'est que c'est réaliste, en gros. Hein. Derrière, il y a l'autre qui se fait un malin plaisir de le détruire et c'est assez jouissif, en fait. C'est un jeu d'ego, d'accepter que l'autre efface, voilà. Et donc, c'est vrai que c'était un moment super parce que des moments collectifs comme ça, où on partage des choses, ça devient rare, en fait, une fois qu'on rentre dans cette espèce de marché de l'art. Voilà. Alors, excusez mes photos, parce qu'en fait, j'ai un peu perdu toutes mes photos avant de venir. Je travaille beaucoup avec l'inconscient. Donc là, j'ai récupéré. Je ne sais pas si elles sont pixelisées ou pas. Voilà. On fait un question-réponse. Hein. Oui, alors on fait un question. Ouais. Enfin, on va essayer de faire un question-réponse. Mais je vais suivre un peu ce. Tout petit. Ah oui. Alors ça, c'est un peu étrange, c'est-à-dire que on était en résidence
tous les trois. Ouais, et puis les grands formats marchent moins bien. Et les grands formats, et j'ai pas les bizarrement, photos. c'est format A4 quasiment, c'est des tout petits formats. Et la bataille était peut-être un peu plus gentille en fait sur le petit format, alors que sur le grand, c'était vraiment des gros jeux de baston un peu plus forts, et finalement, ça marchait moins bien. Oui, c'est un peu vieux, hein, faut nous excuser. Oui. Moi, vraiment, ce que je recherche dans ma peinture, c'est de libérer mon geste. Voilà, d'avoir un moment un peu expérimental. Et du coup, je vois bien, hein, regardant les photos avec vous, j'y arrive pas tellement, mais c'est un projet. C'est toujours mon projet. Alors, justement, il y a un truc qui moi, me préoccupe pas mal, c'est que, donc, avec Florence, on s'appelle encore régulièrement, puis on se visite toujours les ateliers, on va voir le travail de l'autre. Et Florence me demande souvent, moi ça m'arrive aussi, mais elle me demande souvent, est-ce que tu penses que la peinture, elle est terminée? Parce que ça, c'est le gros problème quand c'est qu'une peinture est terminée. Et donc, je vais à son atelier, puis parfois, je lui dis, tiens, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est finie. Et généralement, elle jette les pinceaux et elle dit, oh, génial, super, je peux aller faire autre chose. Donc, j'avais envie de commencer par ça et lui poser la question de qu'est-ce que tu penses de la paternité, de la maternité d'une toile? C'est quoi puisqu'on ne définit pas la fin, l'autre peut dire, bah, tiens, voilà, ta toile est finie, et on s'en débarrasse, c'est super. Donc voilà, que tu nous parles un petit peu de ça. C'est vrai que comme on s'appelle beaucoup avec Olivier, on travaille beaucoup l'un avec l'autre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges ou de choses qui sont décidées avec aussi l'avis d'Olivier, hein, très souvent. Moi, en fait, je suis une flemmarde. Alors, on le sait que l'art, c'est très proche de la psychanalyse, c'est aussi accepter qui on est. Voilà, donc là, j'ai accepté. Donc, en fait, c'est une vraie bataille pour moi, le travail artistique. Et du coup, je vais vous montrer un exemple. Quand Olivier me dit « Ah non, mais c'est bien, là, il ne faudrait plus toucher », parce qu'on sait que quand on va trop loin dans un travail, quelquefois, on l'abîme et on enlève le petit truc un peu magique qu'il y a, ou alors c'est trop dit, voilà. Et du coup, moi, dès qu'on me dit c'est fini, je suis trop contente. Je me dis ah ouais, ça passe. Donc en fait, je l'arrête et vite, je fais autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est revenir le lendemain dans l'atelier. Et en fait, comme cette chose est un peu pas finie, par exemple, vous voyez la sculpture là que j'ai laissée parce que de toute façon, elle me convenait pas. J'avais même presque la flemme de repasser par-dessus ou de l'enlever. Voilà. Donc j'ai abandonné et je pense qu'en fait ce système d'abandon fait partie aussi de mon travail. Ça répond, Olivier? Ouais, je pense. Ouais. Et que souvent le regard extérieur mais c'est hyper rock'n'roll la manière dont tu as laissé dont tu as abandonné, ça dépend de qui, hein, dont tu as abandonné ta toile, dont tu l'as pas fini, et en fait, non, c'est de la flemme. Voilà. Peut-être que justement on peut prolonger sur ça, c'est-à-dire tu nous parles un petit peu de tes bonhommes, ouais. Et de nous dire un peu comment est-ce que tu les construis, comment ils apparaissent sur la toile, comment aussi ils habitent la peinture. Est-ce que c'est plutôt une apparition ou une construction comme une architecture? Enfin, voilà. Alors, mes bonhommes, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler sur les bords d'étoiles. Voilà, de tout construire au bord et de laisser le plus de vide possible en fait au milieu. Donc souvent, voilà, tout est il y a toujours ces vides là, c'est peut-être pas trop. Alors comme je vous disais, moi c'est une vraie bataille. Merci. Une vraie bataille. Là c'est en plein milieu. Hein. Alors c'est mauvais, c'est contre-exemple. Oui, c'est une vraie bataille dans mon travail.
Donc, je cherche beaucoup, je réfléchis beaucoup. Et en fait, j'étais partie en Inde, je vous montrerai après, le voyage en Inde, enfin, j'ai voyagé beaucoup, ça faisait partie d'une de tes questions, je t'ai grillé ta question. Non, mais ça viendra après. Et en fait, en Inde, ça m'a complètement bouleversée parce qu'en fait, c'est absolument magnifique, un mélange un peu de je sais pas comment dire, de la pauvreté et la beauté, le malheur et le bonheur, enfin la vie et la mort. Voilà, ça m'a complètement bouleversée parce que je suis quelqu'un qui a extrêmement peur, voilà, plutôt angoissée. Et en fait, tout le système d'offrande, le système de pigments, les prières, enfin, on sent que vraiment la vie est en action. La vie et la magie sont en action. Et avant ce voyage en Inde, moi, je travaillais beaucoup au rétroprojecteur, parce qu'en arrivant à Paris, tout le monde travaillait au rétroprojecteur. Donc je m'étais dit, bon, je vais faire pareil, je vais essayer. C'est un gain de temps. Voilà. Et après l'Inde, je me suis dit, bon, vraiment, la vie est courte. J'ai vu des gens morts, remplis de fleurs, passer à côté de moi, avec des gens qui pleuraient, qui faisaient des prières, qui riaient. Enfin, c'est vraiment extrêmement surprenant et vivifiant. Et du coup, j'ai abandonné le rétroprojecteur, j'ai abandonné la perspective dans l'étoile, et j'ai essayé de célébrer ce que j'avais vu, c'est-à-dire les petits moments de vie, voilà, les moments où on est vivant. Et puis là-dessus, Paris, la dureté des gens, la dureté de la vie et surtout les attentats. Charlie Hebdo, le Bataclan, l'hypercachère. Et en fait, ça a cassé tout ce que j'avais mis au point, toutes mes convictions sur la vie, c'est super, même des petits moments, en fait, il faut les choyer. Et du coup, j'avais plus les couleurs en tête, j'avais déconstruction des formes, et plus un peu une peinture qui est devenue très aride. Et à ce moment-là, j'avais travaillé un peu à une expo au Creux de l'Enfer d'étoiles jaunes. C'est qu'Olivier était venu m'aider dans la panique. Je dis bien vite, j'y arrive pas, il me reste 3 toiles à faire, les plus grandes. Voilà. Et le jaune s'est imposé comme une couleur vraiment, la couleur de l'urine, la couleur de l'étoile jaune, la couleur du soleil des enfants, une couleur hyper compliquée. J'ai absolument, comment dire, pas de facilité avec la couleur, mais je ressens bien le pouvoir des couleurs. Et moi, j'aime que quand on est devant mes toiles, c'est des toiles 2 mètres par 2. Et j'aime que ça soit, enfin, qu'on ait une impression un peu de puissance ou de claque. Voilà. Et ça, par exemple, c'est une toile sur les attentats du Bataclan. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que tu nous montres aussi de manière un peu plus chronologique comment justement ces toiles-là, ce rapport à la photo du début, ouais. Le second plan, et comment ce second plan disparaît au profit d'une figure qui habite la toile en tant que telle, tu vois. Je sais pas, comment je fais pour tout sélectionner là d'un coup. Comme si. Ouais, et puis tu descends. Bon, là, je vous montre vraiment les premières toiles. Hein. Enfin, les premières toiles, bon, j'y arrive pas. En sortant des Beaux-Arts. Ouais, les premières toiles. Voilà, quand je suis arrivée à Paris, je faisais ça. Et donc, moi, tout tournait autour de ma famille, qui était un peu problématique. Et enfin, voilà, le bébé artiste, quoi, de ma famille et de ma sœur. Et je travaillais avec des photos, des diapos, en fait, de mon père que j'avais trouvé à la cave. Et en fait, comme j'avais une enfance un peu dure, un peu conflictuelle, je me rappelais plus de rien. Et l'effet de révéler les diapos en photo, ça a été un peu un déclencheur, comme un soin un peu. Donc là, c'était peinture à l'acrylique très simple, à partir de photos rétroprojetées.
Et effectivement, comme il y a un côté assez compréhensible et simple qui n'est plus du tout ce que je recherche, là, il y avait une galerie de Berne qui m'avait contacté et on avait exposé. Le système était assez simple, hein, cacher des visages. Voilà, il n'y avait pas énormément de perspectives. Enfin, juste quand je dis ça, il y en a. Et puis, j'avais zéro technique. J'utilisais un peu la bombe. Enfin, voilà, des systèmes assez simples de plans. Et puis, en fait, après, quand j'ai rencontré tout le groupe d'artistes dont faisait partie Olivier, en fait, c'était la période de... Comment s'appelait ce peintre Peter Doig. Je ne sais pas si vous voyez. Ce peintre Peter Doig, enfin, c'était une période où arrivait la très belle peinture, très bien faite, très belle technique, non pas ça, très belle, plutôt ça, attends, ça, ouais, très belle technique, oui, très belle, et donc j'ai commencé à utiliser le rétroprojecteur, et ça c'est la période 2007-2008. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le mélange de barbarie et d'enfance. Je regardais beaucoup les films de Pasolini que j'adorais, les choses entre décor, réalité, et donc je composais mes toiles comme un puzzle, avec des mélanges à la fois de photos, de les gisants de Saint-Denis. Là, c'est ma sœur. Avec des jeux aussi de puzzle et de rébus, je tournais les toiles, beaucoup de Walt Disney, souvent soit des gisants, soit des martyrs à l'arrière. Voilà, et ça c'était une période que j'ai traversée, que j'ai pas trop remise en question parce que c'était la période où on rentrait dans une galerie à Paris et en fait voilà, c'est la période un peu comment dire, où les gens vous désirent, il y a un désir extérieur, on vous achète, voilà, donc c'est agréable, hein, je dis pas l'inverse, mais c'est agréable, mais en fait ça questionne. Au bout d'un moment, ce système, je trouve, du marché de l'art fait que, enfin moi, j'ai peut-être pas assez puissante émotionnellement et intellectuellement. Du coup, j'arrivais plus à remettre en cause mon travail. Voilà. Je vous dis ça parce que je suis partie de ma galerie il y a 2 ans, je crois. Et je sais même plus. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça m'a rendu ma liberté. Voilà. Je crois que vraiment la liberté de pouvoir avancer en art, c'est quelque chose qu'il faut, et dans la vie, de toute façon, qu'on soit artiste ou pas, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Et malheureusement, on est dans des sociétés où c'est très compliqué de rester libre. Voilà. Voilà, je continue. Je vous montre vite fait. Je vous montre. Ouais, puis on va peut-être y revenir. Donc, j'avais quand même des systèmes de bandes. Avec plus ou moins de la perspective, mais souvent 3 bandes, le ciel, le milieu de la toile et le bas de la toile, parce que je travaillais beaucoup avec les dessins d'enfants et les dessins de ma fille. Et les enfants, le bas de la feuille, c'est le sol, et le haut de la feuille, c'est le ciel. À gauche, c'est le passé, à droite, c'est l'avenir. Et moi, ce système de connaissance par le dessin, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant. Peut-être qu'on peut continuer sur ta fille, donc il y a 16 ans. Ouais. Tu as eu une fille qui s'est mise à dessiner et d'un seul coup, tu lui as piqué tous ses dessins. Voilà. Dans le système grosse flemmarde, en fait, j'ai vu ma fille dessiner et c'était carrément mieux que moi. Et donc, je me suis dit, mais waouh, super, je vais tout lui piquer. En fait, ce que je trouve hyper étonnant, c'est que le geste de l'enfant, par exemple, au départ, vous lui donnez des autocollants.
au petit parce qu'il ne sait pas encore vraiment dessiner. Il faut, voilà, c'est des jeux un peu éducatifs. Et par exemple, vous avez une princesse et vous avez la tête en autocollant. Donc vous dites, elle va essayer de le coller vraiment sur la tête, quoi. Elle va essayer de faire tout son possible pour viser. Et en fait, c'est jamais sur la tête. Et il y a un système, je trouve, d'assemblage. Le geste est pas sûr, il est libre. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper puissant, fascinant, une grande résonance en moi. Je vous en ai pas mis, mais vous vous rappelez, parce que vous êtes assez jeune, qu'en fait, le gamin, il fait toujours le geste qu'on n'attend pas et le geste qui déplace l'objet et du coup qui déplace le sens et qui est hyper puissant. Pareil, je vais vous montrer. Pareil pour l'écriture, en fait. À la maternelle, on leur demande de faire des courbes pour dessiner un E. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est pareil, c'est toujours raté, c'est toujours à côté, mais en fait, en soi, ça a une puissance extraordinaire. Et dans les dessins, j'ai l'impression que, comme moi je travaillais sur la famille, les dessins transportaient quelque chose, je ne sais pas, de l'ordre de l'inconscient familial, et même, comme on travaille au workshop sur la préhistoire, quelque chose d'ancestral qui est transmis, je ne sais comment, et qui vient de très, très, très loin. Voilà. Et ça me fascine. Je pense qu'il y a une vraie histoire et une vraie connaissance qui est transmise dans le dessin d'enfant qui se perd après à l'école. Alors, je vais vous montrer, comme je vous fais travailler sur les grottes, si j'y arrive. Voilà, ça par exemple. Donc, c'était après mon voyage en Inde, ça. Ça, c'était une expo dans un centre d'art qui est énorme à Thiers, qui s'appelle le Creux de l'Enfer, et qui est une ancienne coutellerie où on fabriquait des couteaux assez étranges dans des pays. Enfin, Thiers, c'est pas facile comme ville. Il y a de l'eau qui dégouline sur les murs, voilà. Et en fait, moi, j'avais une vision. Je m'étais dit, je vais faire une expo ultra colorée. Voilà. Et ça, c'est une toile dont je suis hyper fière, qui est une espèce une série. C'est pas vraiment un triptyque, mais il y a 3 toiles. Et c'est d'après un dessin de ma fille. Et il faut que tu nous dises le format aussi, parce qu'on s'en rend pas compte. Le format, c'est pas beau à l'écran, c'est mieux en vrai. Vraiment une toile, je pense qu'une toile, une peinture, une œuvre, ça se voit en vrai. Sur une image, c'est plat, on voit rien. Je suis déçue, hein. Ouais. Je suis déçue. Oui, mais c'est... Bon, alors en fait, là, c'est 3 mètres sur... Sur 2 2, je crois, ouais. Et c'est des espèces de, je sais pas, des ventres, des grottes, des cachettes, des habitats. Voilà, ça c'est le Creux de l'Enfer. Avec un petit diable. Voilà, alors ça se présentait comme ça. Peut-être qu'on peut suivre sur ce principe aussi un peu de défense, c'est-à-dire que pendant que moi, de mon côté, je construisais ma maison, toi, tu partais avec ton mari, ta fille, vous faisiez un peu le tour du monde, vous êtes allé en Corée, vous êtes allé à Tahiti, vous êtes parti en Inde, bien sûr. Vous avez claqué tout votre fric dans ces voyages. On a bien fait, hein, regardez, parce qu'on ne peut plus voyager. Et avec une forme de panache. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ces voyages. Comment est-ce qu'ils t'ont construit, ce que tu peux dire aussi, ce qu'ils t'ont donné, et comment est-ce que ça t'a construit une forme de sécurité aussi intérieure par le mouvement, par le déplacement, par la rencontre de l'autre. Ouais. Alors, moi, comme je vous dis, je suis quand même la création me sauve un peu parce que je suis, je pense, de par mon histoire familiale, pétrie d'angoisse, d'impossibilité. Je suis un peu, comment vous dire ça, handicapée, quoi. Voilà, handicapée. Et du coup, j'ai horreur des voyages. Donc, c'est même d'être ici, c'est pas facile pour moi.
Mais comme vous êtes tous hyper bienveillants, ben, ça se passe très bien. En fait, l'autre, ça me fait assez peur. Donc, je mets tout une carapace, des protections, voilà. Et du coup, le voyage pour se décentrer, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, je déteste. Pas facile, j'aime pas prendre l'avion, je me sens pas en sécurité. Voilà. Donc moi, j'ai suivi mon conjoint. Et puis quand il y avait ma fille, c'est encore mieux parce que comme elle est jeune, elle comprend 10 fois plus vite les choses. Et en fait, pendant que je suis en voyage, donc on a fait à peu près beaucoup de pays parce que mon conjoint il fait des documentaires et donc quand souvent à l'étranger, et il a peur aussi de voyager. Donc c'est un peu la famille Capitaine Caverne. On y va à l'attaque. Mais on se débrouille, hein, on y arrive. Et du coup, je le suis. Et on avance à 3, un peu comme une petite équipe de rugby. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la question? Ah oui. Et alors en fait, pendant les voyages, c'est hyper compliqué pour moi. Je vois rien. Je prends des photos. Je prends plein de photos. J'essaye de revenir en vie. C'est ma principale préoccupation. Et en fait, je ramène beaucoup d'objets aussi. En Inde, c'est facile, c'est pas cher et les objets sont hyper poétiques, hyper parlants. Voilà. Et du coup, je ramène tout un petit monde dans ma valise. Et après, d'un seul coup, ce que j'ai vu, qui est vraiment étranger, fait écho, mais c'est par exemple l'Inde, retranscrire l'Inde, c'est vraiment hyper compliqué parce que ça fait tellement bouger à l'intérieur, c'est tellement vivant, c'est tellement fort que ce qui ressort au départ pour moi c'était hyper illustratif, voilà. Et la Corée, pareil, la Corée, ça agit 10 ans après au niveau du symbolisme des couleurs. Moi, je travaille beaucoup avec mon inconscient. Enfin, mon inconscient est une grande source de connaissances, donc voilà, ça m'enrichit énormément, mais l'impact est puissant, mais je ne sais pas quand c'est qu'il arrive. Voilà. Tahiti, par exemple, on avait été à Tahiti pour un festival sur les peuples autochtones, parce que mon conjoint faisait un travail sur des guerres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on était invités dans ce contexte. Et moi, j'avais fait la snob en disant Tahiti, aucun intérêt, c'est une image d'ordinateur. Et en fait, c'est une des natures. Alors je vous engage, si vous avez un jour l'occasion, c'est la nature la plus sauvage, la plus incroyable que j'ai jamais vue, voilà, par exemple. Et donc, c'est intéressant d'aller voir ailleurs pour les gens, pour les paysages, pour les couleurs, pour les coutumes, pour les croyances. Et je pense que c'est quelque chose qui ouvre énormément. C'est pas très intéressant. Si, ça va? Ça répond à ta question. Alors, je vous montre par exemple, ça c'était l'expo au Creux de l'Enfer. Vous voyez, il y a eu beaucoup de changements dans le travail. Moi, je pense que la liberté aussi d'un artiste, c'est de pouvoir changer son travail, de passer par toutes les périodes qu'il veut, de faire tous les changements possibles et inimaginables. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que le milieu de l'art a vraiment du mal à accepter. Sachez aussi que je pense que les galeries, les regardeurs, pas tous, mais les 3/4, les critiques, sont toujours en retard sur vous. Toujours. Donc, il faut être à la fois à l'écoute et en même temps beaucoup résister. Voilà. Parce que ce que vous faites à un moment, 10 ans après, alors que personne n'était intéressé, 10 ans après, il y a des gens qui s'y intéressent. C'est vrai, Olivier? Et regardez ce système en fait que j'ai piqué à ma fille, ce système des châteaux, le système là vous voyez, hein, ouais. Le système là, c'est des systèmes de maternelle, d'exercice de maternelle, d'écriture, et ça, c'est c'était, j'avais dit que c'était mon père et ma mère, voilà. Et j'étais beaucoup inspirée par des sculptures en beurre de yak qui sont faits par les gens, donc c'est tout mal fait, on dirait des espèces de pâté.
vous laisse d'épater. Et voilà. Et en fait, c'est hyper étonnant. Il y a quelque chose de, je trouve, très touchant dans le fait main, dans l'artisanat, dans le mal fait. Voilà. Et en fait, plus j'avance, plus moi j'essaye de mal faire, de pas me préoccuper de la touche et bon, ça évolue comme ça évolue. Et des fois, on s'arrête, des fois, on n'y arrive pas. Voilà. Là, vous voyez quand même, il y a de la gestuelle, c'est assez vivant, assez jouissif parce que j'avais été en Inde et aussi qu'on me proposait un super lieu. J'étais joyeuse là. Là, j'étais joyeuse, j'étais vivante. Et puis, je prenais des antidépresseurs. Voilà, vraiment super joyeuse. Et ça, c'est une bonne drogue. Voilà, ça permet bien de sortir de soi. Je vous montre les toiles, elles étaient là, c'est des plus petits. Ça, c'est un dessin de ma fille. Un dessin de ma fille dans un. J'emprunte beaucoup, je pique beaucoup. Elles sont en double, hein. C'est ce qu'on constate. Et voilà. Donc j'avais des toiles un peu comme ça, un peu plus rassurantes. Rassurante pour moi, c'est un peu plus réaliste, où en fait, quelque part, je pense que je montrais que je savais quand même peindre, hein, et que si je faisais des choses à côté différentes, c'est parce que je me le permettais. Ça c'est une espèce de calendrier des maîtresses en maternelle. On colle la photo, on est mardi, il fait soleil, voilà. Je suis à Biarritz. Voilà, c'est une espèce d'espace du temps. Et ça, c'est des petits hôtels en Inde. Voilà. Donc en fait, après avoir travaillé avec le rétroprojecteur, j'ai tout laissé tomber. J'ai pris des gros pinceaux. J'ai fait des collages. Vous savez aussi le geste des enfants quand en école primaire, à la maternelle, on leur dit bon tu vas mettre ta blouse. Donc on se prépare à en foutre de partout. La maîtresse, elle fout un truc au mur et on scotche des papiers. Et en fait, quand les gamins ont enlevé leur dessin, le mur rend compte de toute l'énergie des gamins, de tout ce qu'ils ont mis et ce qu'ils ont mis surtout à côté de la feuille. Et en fait, c'était ce système-là que je trouve hallucinant et que je voulais rendre. Voilà. Ça, c'était pareil. Donc, il y a le côté du bord aussi du tableau qui m'intéresse toujours. Travailler sur le bord, sur le bord en marge et entourer un côté très rassurant. Et j'avais essayé de faire un espèce d'alphabet de forme. Et ça, c'était une série, il y en avait 8, je crois, d'immenses tableaux qui faisaient 2,50 m sur 1,50 m, je crois. Avec ça, c'était le seul personnage en fait qu'une espèce de marionnette du Mahabharata en Inde que les villageois, dans les villages, les gens les font et puis après ils les brûlent. J'aime bien cette chose qui est faite avec soin, avec amour, avec croyance et après qu'on brûle et qui disparaît. Voilà. Alors, voilà. En fait, l'expo a été reportée. Elle a été reportée. J'ai eu 2 ans pour la faire. Donc, en fait, j'ai fait genre 2 expos. Je crois que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus travaillé, qui m'a le plus porté, en fait, en termes de désir extérieur, importance du lieu, et puis... mais j'ai été contente, quoi. Et puis ce voyage en Inde, voilà. Et voilà, ça c'est la toile jaune, qui m'a, je pense une des toiles qui est roulée d'ailleurs à l'atelier, qui est une des toiles que je préfère dans tout ce que j'ai fait, parce qu'elle est pas calculée, parce qu'elle va chercher un autre, parce qu'elle a été faite ultra rapidement. Ça, je sais que je l'ai fait un jour avant que ça parte.
Et à ce moment-là, c'était quand même panique parce que c'était un lieu prestigieux et qu'il fallait que c'était la pièce maîtresse que je n'avais pas fait. Et j'ai appelé Olivier, je lui ai dit au secours. En fait, les deux parties de la toile, la gauche et la droite, ont été faites très rapidement dans une espèce de choses extrêmement spontanées. Et ce qui a été très compliqué, c'est plutôt la toile jaune au milieu, non? Ouais, le plus. C'est elle qui a pris le plus de temps, qui était le plus compliqué en termes d'enjeux, et qui est la plus déceptive d'ailleurs. Oui, c'est pas. Bon, après, les expos, il faut accepter de se dire, ben voilà, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai fait ça, mais j'en suis quand même fière. Non, non, rien n'est prévu, malheureusement. Donc, je les ai composés à la fin. En fait, j'avais prévu plutôt les étages, c'est vraiment immense, hein, par couleur. En fait, dans ma tête, c'était tellement noir ce lieu et j'avais la tête tellement pleine de couleurs d'Inde que je me suis dit, je vais juste prévoir des couleurs. La salle violette, la salle orange, la salle jaune. Et je me rappelle d'une expo de Rothko, à qui je ne me compare pas du tout, hein, mais c'est une des expos qui m'a le plus marquée au musée d'art moderne de Paris. Je ne sais pas si tu l'avais vu. En fait, il neigeait. Moi, j'étais arrivée il n'y avait pas longtemps à Paris et la neige, ça me ramenait à Saint-Étienne, que j'aime beaucoup. Ça rendait Paris un peu plus humaine, bien que maintenant Paris, j'aime beaucoup. Et en fait, déjà, c'était assez étrange de faire la queue comme ça sous la neige. Et en rentrant dans l'expo, mais c'est une des expos qui m'a donné le plus de sensations, le plus expérimental possible, où chaque salle avait une couleur particulière et on sentait vraiment, je sais pas, on passait par toutes les émotions, quelque chose de très très spirituel et qui nous crée un vrai chemin intellectuel face aux œuvres. Et voilà. Bon, c'était un peu mon musée d'art moderne, le Creux de l'Enfer. Donc voilà, j'avais voulu faire quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était 2012-2013. Et comment je fais? Et tu as une autre question? Tu veux revenir sur les plus récentes? Je reviens sur les plus récentes. Peut-être si tu me les sélectionnes, ce sera plus simple. Mais je ne sais pas faire. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile, mais comme tout le monde croit que c'est de l'acrylique, je me demande pourquoi je fais de l'huile en fait. En fait, dans l'huile, il y a, comme moi je me bats beaucoup avec mon travail, il y a une forme de résistance, de sensualité et aussi de dégoût. En fait, ça me dégoûte beaucoup aussi. Et finalement, je crois que toutes ces émotions face à la matière font partie de mon travail. Mais je me pose, enfin, il n'y a pas une seconde à l'atelier où je ne me pose pas la question de changer mon médium. Voilà. Je voudrais faire de l'acrylique, je voudrais que ça sèche vite, je voudrais qu'il n'y ait pas d'odeur, je voudrais faire tout autre chose. Et j'ai essayé, mais j'y arrive pas pour l'instant. Il y a quand même une belle profondeur dans l'huile, quoi. Quelque chose qui résiste, qui accroche le pinceau, qui accroche le geste. Bon, là, c'est donc parmi les dernières toiles, donc c'est beaucoup plus aride. Là, j'ai essayé d'avoir un sursaut de bonheur, mais effectivement, c'est après les attentats. C'est une descente de croix. Voilà. Et il y a toujours dans ces histoires d'attentats, moi, il y a la stupéfaction, le fait que, comme je vous disais, tous mes petits instants de bonheur n'existaient plus, et aussi la fascination, malheureusement. La fascination de la mort, de la violence. Et voilà. Et dans le travail, il y a un mélange de violence et d'enfance. Donc, j'essaye après avoir évacué les légendes de mon travail, enfin la figure humaine,
j'essaye de remettre la figure humaine au centre de mon travail sans être réaliste, parce que ça m'ennuie. Alors la peinture photographique m'ennuie au plus haut point, j'en peux plus. Ça me provoque aucune émotion. Et du coup, je suis dans la construction. Là, par exemple, j'ai abandonné le ciel, hein, comme on en parlait. Je me suis dit, oh, bon, il y a l'idée du ciel, donc j'ai abandonné. Et en fait, je travaille beaucoup sur le manteau. Enfin, les attentats m'ont amené. Enfin, j'ai vu des photos des gens sauvés après les attentats qui étaient comme des peintures religieuses. Et ça m'a vraiment frappée. On le sait, hein, ça revient tout le temps. Les photos de guerre qui sont comme des pietas. Et en fait, pourquoi ? En fait, j'avais travaillé j'avais vu des peintures en Italie sur la Vierge de la Miséricorde. Et en fait, j'ai mon inconscient qui me parle sans connaissance, parce que j'évacue tout genre de connaissances, malheureusement. Et en fait, après, je suis frappée par ce que je sais de manière inconsciente et ce que je découvre. Et la Vierge de la Miséricorde, c'est une vierge comme ça, qu'on retrouve beaucoup chez Fra Angelico, chez tous les primitifs italiens, Giotto, et qui a un manteau, et dessous, elle protège des gens. Il y a un côté un peu magique aussi. Et le manteau, c'est la maison, c'est la famille. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Toute forme de protection, de manteau qui protège et de voile qui dévoile. Voilà. Et donc, essentiellement, je fais des hommes et des femmes. Et là c'est vous voyez, les sources des sculptures. Une sculpture de Papouasie, là, c'est d'après une sculpture de Papouasie qui était mise sur les huttes des jeunes filles pour pas qu'elles écartent les cuisses, je pense. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et je l'ai vu au musée du Quai Branly, très haut, très bien éclairé. Enfin, ça faisait peur. Voilà. Oh, c'est ça. En fait aussi, je finis les toiles. Souvent, je les expose, puis après, je les retravaille après. Alors, j'ai une pratique de dessin à côté aussi. Dessin, je fais devant la télé, ou en écoutant la radio, à la maison. Et du coup, c'est une espèce de pur. J'ai un dessin très séduisant, très... je ne sais pas comment dire. Qui ne m'intéresse pas tellement. Et des fois, je vacille entre mon dessin et ma peinture. Voilà. Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est de chercher quelque chose qui m'est un peu étrange et que quand j'arrive à l'atelier, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, je cherche un dialogue, je cherche quelque chose qui me réponde. Voilà. Ça, c'est Adam et Ève. Voilà. Ça, c'est le Bataclan. En fait, je travaillais pas mal sur les figures aussi de French Cancan parce que les danseuses avaient des danses assez hyper étonnante, hyper contemporaine, hyper féministe, anticléricale, où elle revendiquait énormément de choses. Et en fait, le mélange de résistance, de violence, de danse, de spectacle, voilà, ça a donné ça. C'est là que je fais ma question sur tes baskets. Donc tu as acheté des baskets neuves là, pour le workshop. C'est des coques sportifs. Oui. Et donc après avoir voyagé, visé la scène internationale, tout à fait. Ça. Et avoir brillamment réussi. Ouais. Et donc tu reviens à nous parler à la fois donc des attentats, mais aussi d'une histoire française en fait. Ben oui. C'est quoi ce retour ? Enfin, c'est mon côté à Marine Le Pen. Hein. Il en fallait une dans l'art. Non, c'est... Bon, déjà, dans les dessins d'enfants, vous regarderez, il y a énormément de drapeaux français, il y a énormément... voilà, donc déjà, ça me questionne beaucoup, questionne inconsciemment. Hein. Et c'est vrai que je me pose beaucoup de... Enfin, on s'en pose, hein, Olivier, beaucoup de questions sur le retrouve, sur la question de...
de quoi on parle. Enfin, je voyais par exemple que tous les artistes allemands travaillent énormément sur leur histoire nazie, sur leur Baselitz, Jonathan Messe, qui s'autoproclame le dictateur de la peinture. Et en fait, bon, moi je cherche pas spécialement des sujets, hein, ils arrivent comme ça. Et en fait, voilà, je pense que ça vient aussi du French Cancan, où les filles, elles ont des jupons bleu, blanc, rouge, et des dessins aussi de ma fille, et puis de ce qui arrive, ce qu'on est en train de vivre, et voilà, et tout ça se mélange, et c'est des choses qui m'intéressent vachement. Je trouve ça étonnant de traiter du drapeau français en peinture. Justement, je les cherche, mais je les trouve pas. Ben, en fait, hein, tu vois, il y avait le jupon. Tout ça. Ouais, Voilà. plus là. Plus. Non, c'est plus là, je crois. Non, en dessous. Non. Attends, si je ne l'ai pas montré, attends, c'est de là. Non. Elles sont au-dessus, je pense, là. Non, c'est tout. Ah non. Rome, tout ça, tu l'as montré tout à l'heure. Oui, c'est plus bas, peut-être. Là, T10, T11. Je suis pas sûre qu'il y ait le drapeau français. Ah oui. Ouais, en fait, voilà, je travaille beaucoup sur le drapeau français, mais en fait, ça se voit pas du tout. Je l'efface hein, souvent. Je finis toujours par tout effacer ou par tout abandonner. Je sais pas, mais peut-être trop long. On va peut-être faire un tour de questions-réponses, Ouais. peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais une question par rapport au fait, je vois que votre peinture a un grand lien avec la période à chaque fois actuelle, les choses que vous avez traversées. Et du coup, comment... Tu peux parler plus fort, s'il te Ah pardon, plaît. excusez-moi. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Depuis que vous avez commencé la conférence, vous parlez beaucoup du fait que la période que vous avez traversée ou ce qui s'est passé dans votre vie a un grand lien avec votre travail. Et du coup, je me demandais comment la période actuelle, ça a résonné dans votre travail. Parce que c'est un contexte particulier quand même. Ouais. Là, ça résonne moyen. Hein. C'est ça le problème. Moi, là, en fait, le confinement, je me suis dit, waouh, j'aime bien quand on vit des périodes qui cassent le quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est un espèce de voyage. On est au même endroit, mais c'est bizarre. Et alors, donc, au départ, j'ai trouvé ça excitant. En plus, il y a un danger un peu, voilà. Donc, on se dit, bon, super, voilà. Et puis, en fait, aussi, moi, je suis prof, donc je donne des cours. Donc, j'avais d'un seul coup plus de cours à donner, tout mon travail, tout mon temps pour aller à l'atelier. Et puis, finalement, ça m'inspire pas tellement. En fait, j'éprouve plutôt du mal à travailler, en tout cas à produire, enfin à faire des choses. Par contre, je pense que ça travaille, c'est en train de changer le travail encore une fois, parce que du coup, je me lasse de ce que j'ai fait, je me lasse de travailler de la figure humaine, et je m'interroge sur le sens aussi de faire. Je prends énormément de recul. Tu vois, le recul, c'est hyper important par rapport au travail. Quand tu as le nez plongé dedans, moi, il me faut beaucoup de temps pour... ou une exposition, ou un regard extérieur. Et du coup, d'un seul coup, je trouve que il y a un côté bourgeois, bien fait à ma peinture. Là, j'avais une touche un peu... qui était drôle au départ, que j'appelais la touche Renoir, qui était... une espèce de clin d'œil au bien faire, à la peinture, à l'histoire. Et puis en fait, je l'ai répété. Maintenant, j'en suis très lassée, donc je voudrais casser ce que j'aime plus dans mon travail. Et c'est pas évident. Voilà. Et donc effectivement, ça m'inspire pas tellement. Je suis inquiète. Voilà. Je suis inquiète et ah oui, je vous les ai pas mis. En fait, les dernières
toiles. Ah, c'est dommage, hein, je les ai pas mises. J'ai vu que le sol commençait à vaciller dans les toiles. C'est dans des pièces, c'est fermé, c'est des maisons un peu vagins, un peu primitives, qui font des saluts hitlériens. Et en fait, je vois que ce qui m'inquiète un peu, c'est que je vois aussi à travers ma propre peinture, c'est que je pense qu'on est en train de réduire la pensée, de censurer le travail, de réduire les libertés. Et je trouve ça très inquiétant. Voilà. Que de décrocher les tableaux de Balthus au MoMA, de se rassurer en faisant des œuvres photographiques sans jeu, sans recherche, sans discussion, et de les exposer dans toutes les galeries. En fait, je trouve qu'il y a un rabougrissement de la pensée, de la discussion, et une montée une montée un peu fasciste. Hein. Voilà. Ça, je trouve ça très inquiétant. Voilà. Mais enfin, vous êtes là, hein. On va s'en sortir. On m'entend? Oui. Oui. Je ne sais pas s'il y aura une vraie réponse à ma question, mais j'ai remarqué que très souvent, il y a certains motifs qui reviennent, comme par exemple ici, ça se voit, mais les quadrillages. Oui. Vous en faites très souvent, et j'aimerais savoir si ça a un sens ou une résonance, si vous le faites naturellement, inconsciemment, ou si vous aimez bien ça. Comme le Barésy, là, tu veux dire, par exemple? Je pense que oui, effectivement, c'est un motif un peu répétitif. Alors, par exemple, parfois, il fait référence à l'histoire de l'art. Il y en a plusieurs qui font référence au pli de entaille, au pli de entaille que j'avais vu, que j'avais trouvé une expo sublime à Beaubourg, à Matisse, aussi tu vois, au quadrillage des enfants. Et puis après, parfois, c'est des espèces de... Vraiment, je lutte. Hein, je fais une espèce à l'atelier, je me roule par terre, je fais une espèce de limace. Vraiment, je ne le fais pas facilement. Et parfois, basta, pour terminer, je fais des choses un peu automatiques que j'ai déjà faites. Voilà. Et du coup, ce qui vient des fois d'une bonne idée, genre référence à la peinture, à l'histoire, à Entaille, à Matisse, voilà, des fois ça devient un automatisme. Et en fait, c'est sans cesse une espèce de lutte pour enlever ce genre de systématisme. Ça répond ta question? Et puis il y a un truc très systématique, enfin tu vois, comme les dessins d'enfants, un truc systématique aussi. Voilà. Merci. Je me demandais, tu parlais tout à l'heure de la lutte que tu avais en opinion et de savoir quand c'est fini et de l'anecdote. Comment tu interroges par rapport à l'échec? Il y a des choses que tu jettes, que tu brûles, que tu déchires. Ah. Alors, comme je trouve souvent un peu moins en vieillissant, mais oui. Alors à la fois, je suis partagée parce que moi j'aime. Je pense que inclure l'échec, savoir, comme je parlais dans le workshop de Gaziorowski, qui est un peintre vraiment que j'adore, et il me semble Gaziorowski qui sait qu'il ne fera pas. De toute façon, il a raté d'avance. Il ne va pas faire ce qu'il aime. Et je sens que dans son travail, il y a une espèce d'échec comme ça, de rattache prévisible et qui fait sa force. Voilà. Qui fait qu'il est à côté, comme Philippe Guston, qui rate. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il va rater, qui boit. Et sa peinture, elle est engluée presque au fond d'une bouteille où il rate. Il a raté sa vie, il a raté sa peinture. Et il n'arrive pas à s'en remettre. Alors, à la fois, je suis partagée, je trouve ces peintres-là super. Et en même temps, moi, j'ai
Je me bats avec moi-même pour pas me montrer à moi ou aux autres que je sais bien faire quelque chose. Parce que j'ai le côté parfois bon élève, tu sais, regardez, je sais bien peindre, voilà. Donc je me bats avec ça pour échouer. Les peintres que je regarde, c'est voilà, Carole Denham qui s'en fout, voilà, que ça soit mal fait. Ça me plaît beaucoup ce mal faire. Et moi, j'abandonne plutôt que de brûler. Parce que j'aurais peur de foutre le feu à mon atelier, mais je les abandonne sans arrêt. Voilà. Et en fait, ce que je veux, je ne sais pas comment l'expliquer, autre que laisser mon travail, revenir, c'est le premier regard de l'atelier, on rentre et voilà, et on se dit, enfin, je me dis, est-ce que c'est bizarre? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que je ne connais pas? Voilà. Si ça fait appel à l'autre en moi, ou si ça engage une conversation, ça m'intéresse. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est pas raté. Il y a une amorce de quelque chose et on peut travailler, se battre, discuter. Voilà. Je jette beaucoup de toiles, je les roule et je les jette. Voilà. Et en fait, la toile, je pense qu'elle me parle directement. Je sais en la commençant, au bout d'une journée de travail, si je vais y arriver ou pas. Et ça va être long parce que c'est très long, parce que j'efface, parce que j'enlève, parce que j'hésite. Mais je sais s'il va pouvoir y avoir quelque chose. Et j'en arrête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout en ce moment. Je commence et j'arrête. Puis il n'y a pas de... En ce moment, pour répondre à toutes les questions, je trouve qu'il n'y a pas de désir. Enfin, moi, j'éprouve pas de désir. J'ai l'allumette, j'ai la bougie, mais j'arrive pas à allumer la flamme. Quand tu abandonnes comme ça, ça reste en suspens, visible quand tu reviens le lendemain. Oui. Et tu peux démarrer une autre toile et revenir sur l'autre la semaine après. Oui, souvent, j'en travaille plusieurs en même temps pour essayer de... Justement pour essayer de me laisser le temps de l'appréhender ou de si c'est vraiment je trouve ça vraiment moche et je me dis c'est vraiment moche, alors il y a peut-être quelque chose. J'aime bien rendre quelque chose de pas beau, de pas séduisant, aimable. Voilà, ça m'intéresse. Par contre, si c'est moche et que ça me parle pas, ben je le laisse et puis après je finis par décrocher la toile et voilà. C'est un système un peu comme ça, un peu dépressif. Moi, j'avais une question par rapport à un moment, tu as parlé des bords de peinture qui te passionnaient ou sur lesquels tu aimais travailler. Les bombes. Les bords de Les peinture, bords. les bords. Ouais. Ah, donc, tu as parlé du fait que tu aimais particulièrement les bords de peinture à venir les travailler. Tu as parlé aussi des traces qui restaient sur les murs après avoir peint sur des formats papier. Alors ici, il y en a plein, la salle 023, comme tu as pu le remarquer. Et il y a aussi, et ça c'est un truc dont tu n'as pas parlé, mais qui moi me questionne, le fait que toi, quand tu peins, par exemple, est-ce que tu peins sur châssis ou est-ce que tu peins sur toile et ensuite tu enchasses? Parce que là, du coup, le bord de peinture, il pose vraiment question. Exactement. Non, je peins sur châssis parce que j'ai essayé de peindre sans châssis. C'est un espèce de fantasme, mais en fait, j'aime pas les plis, j'aime pas, tu vois. En fait, c'est des fantasmes de liberté. Peut-être que j'y arrive pas réellement, mais c'est ce qui me donne envie de travailler. Mais non, j'aime bien l'effet tambour du châssis et de la toile. Mais alors du coup, ça m'intéresse de savoir, est-ce que le travail du bord de peinture constitue en soi un élément de travail qui se sépare des autres? Je veux dire, par exemple, où tu te concentrerais là-dessus un temps sans même regarder ce qui se passe à côté et ensuite tu es obligé de rattraper. Enfin, Oui, souvent, bon là c'est vraiment la contre... souvent, j'ai le regard qui est attiré par le hors-champ, par le bord, et je commence à construire. C'est souvent des formes de ponts ou de choses qui se rejoignent. Et en fait, après, j'essaye petit à petit de construire autour de ça. Voilà, mais c'est comme des portes d'entrée ou des portes de temple. C'est quelque chose de hyper rassurant qui rejoint, je pense, la famille,
les dieux et les déesses, les pharaons devant les entrées. Enfin voilà, c'est tout ce genre de, je pense, de choses qui sont induites. C'est-à-dire que pour rentrer dans la toile, j'ai besoin des 2 protections sur les côtés. Voilà. Et en fait, finalement, au milieu, il n'y a rien. Il y a une entrée, il y a une possibilité peut-être. Ça répond? C'était pour en parler. Il n'y Ah avait ouais, pas de d'accord. questions. Et effectivement, tout le bord, le débord, le hors cadre, la marge, ça m'intéresse, mais j'ai jamais passé le pas de, comment dire, par exemple, de travailler, je sais pas moi, in situ sur quelque chose qu'on me proposerait et d'enlever l'objet toile et de laisser ce qu'il y avait autour. Et évidemment, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, je sais pas, j'ai pas du tout, ça fait pas partie de mon histoire à Saint-Étienne. Bon, déjà, on n'avait pas de cours, ils nous parlaient pas de, c'était pas la ville Arson, quoi. On remettait pas en cause les choses, juste on essayait de faire des petits trucs, d'être un peu poétique, je sais pas, de vivre, de boire. On aimait bien boire. Voilà, c'était très simple en fait. Il n'y avait pas de tous ces questionnements sur ce genre de choses en fait. Et du coup, ça vient très tard et ça fait pas partie de mon histoire. Et en fait, je me sens toujours un peu fatiguée, flemmarde, et ça m'intéresse vachement, mais je me sens pas de l'investir. Ok. Voilà. Voilà, j'ai attrapé le corona. Hein. C'est les jeunes qui mettent pas le masque. Voilà, les rebelles. Hein, merci. Tu es la seule à pas l'avoir là en ce moment. Je l'ai jamais eu. Hein. Faites attention. Voilà, j'avais prévu aussi de vous mettre 5 minutes de film, parce que comme mon conjoint fait des films, il avait fait un film sur mon travail, avec ma fille, qui symbolisait, je sais pas, mon univers, et alors en fait, je voulais pas trop y participer. Donc c'est toujours compliqué quand quelqu'un veut faire quelque chose sur vous et que vous voulez pas en être. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en passe 5 minutes ou si en fait on va aller travailler peut-être. J'en passe 5 minutes. Le repas était chez moi, ce que je craignais le plus, car aucun se terminait bien. Les hurlements, les cris, les insultes, vinrent à bout de toute raison et lucidité. Chacun baisa les bras et jamais un climat de tranquillité ne revint dans cette maison. Désormais, on
pourquoi tu m'as pas suivi. Alors tu viens? Ah, je viens de m'appeler. J'ai jamais fait. Hop là, des balades. On va aller à la maison. Si je te dis la mémoire gommée. Oh non. Si, c'est quoi la mémoire gommée? Bah non, parce que ça, je me suis aperçue que tout ça, c'est des bêtises. La mémoire, en fait, c'est sélectif. Donc c'est normal qu'on se rappelle plus, en fait, on se rappelle plus de son enfance. On se rappelle plus. Voilà donc à peu près les premiers souvenirs qui réapparaissent dans ma mémoire et qui ont gommé les souvenirs plus anciens de la prime enfance, d'un paradis perdu où réside le mystère de mes névroses familiales, mais également le mystère du monde.
On ne se rappelle plus de plein de choses et les choses qui nous ont fait un peu peur, quand on est petit, l'inconscient les change. Donc l'enfance, c'est à la fois magnifique, c'est ce qu'on essaye tous de retrouver, et à la fois c'est une espèce de brutalité, des choses crues, qui se rapprochent plus des animaux en fait. Voilà. Alors, ou de l'état sauvage. Moi, c'est peut-être bien, hein, c'est peut-être finalement ce qu'on recherche à trouver, parce qu'après, il y a les bonnes manières, on apprend les bonnes manières, on apprend à être toujours dans la règle, jamais dans la marge, on apprend à bien se tenir, à bien s'habiller, et tout ça, finalement, bon, on n'a plus envie de ça après en vieillissant, je pense. On a envie même pas en vieillissant, on a envie de différence, on a envie de vérité, on sait qu'on va mourir, on a envie de découvrir des gens qui disent pas ce qu'on a envie d'entendre. Je ne sais pas comment on construit, comment on grandit en étant enfant, devenant adolescent, devenant femme. Après, tu deviens mère, tu dois être peintre, tu dois être... tout ça me paraît, si je commence à regarder ça, ça me paraît trop compliqué, quoi. Trop compliqué parce qu'on est comme des plantes avec des tuteurs. Et il faudrait ne pas s'interroger et monter le long du bâton. Mais moi, c'est pas possible. Et donc, je vais m'interroger, je vais me dire, mais si alors je m'enroule autour du bâton, est-ce que je vais mourir? Et si je m'enroule autour de la plante à côté, est-ce que la plante à côté va m'asphyxier? Et si je veux pas m'enrouler autour du bâton, voilà. Et je suis dans tout ce genre d'interrogations et je les mets dans ma peinture. Si tu recharges, si tu fais semblant de recharger, c'est coup par coup. Nous, on avait coup par coup et par rafale. Tu pouvais faire une rafale de 8 balles. Ils sont... On pourrait pas avoir un peu de trêve? Donc tu sais que c'est pour de faux, ça? Alors pourquoi tu le fais? Je te préviens que j'ai tué mon père. Ah bon, il fallait me le dire. Alors Louisette. Tu veux mourir, Louisette? Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué de parler à partir d'un texte comme ce que j'avais écrit, qui était le début de mon travail, puisque on est tout le temps en mouvement.
c'est pas quelque chose d'inerte. Alors ce que je pensais il y a 10 ans, c'est plus ce que je pense, heureusement d'ailleurs, c'est plus ce que je pense maintenant, et je sais pas ce que je penserai demain. Et je suis en train de me faire manger par des millions d'insectes qui grouillent sous la terre. Et peut-être un cadavre. On se croirait dans un film de David Lynch. Mais où ils sont? Maman, où ils sont? He did be now why not be? Maman, j'ai tellement envie. Le problème, c'est que effectivement, dans un travail artistique, il y a à la fois les choses qui sortent, que tu es dans l'obligation parce que ça s'impose de faire, et puis les choses que tu mûris, que tu réfléchis, que tu essayes d'améliorer, Et par rapport au sujet de l'enfance, moi, c'est quelque chose, même si j'essaye de travailler sur un autre thème, ça revient constamment. C'est quelque chose qui est trop fort, qui s'impose de lui-même.
y a un voyage en Inde, il y a un conte de fées. C'était pour vous montrer. J'aime beaucoup ce film, c'est pas évident de se voir filmer, mais que c'est chez nous aussi, c'est une espèce de, comment dire, d'œuvre collective, en fait. Voilà. Les voyages, c'est pas simplement des voyages, c'est des films. Voilà. Bon, ben merci.